Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bienvenue à vous et le lundi soir, ce sont les vraies voix de la politique. Et avec vous jusqu'à 20h, Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Le livre de Nicolas, Grande plaidoirie et grand procès de l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Iridium. Bonsoir Nicolas, Philippe, bonsoir à vous. Et à tous. Guillaume Bernard est avec nous, historien du droit, politologue. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, bonsoir à vous deux. Marine Le Pen était en meeting à Reims, c'était samedi soir, on en a beaucoup parlé. Un meeting qu'elle a clôturé en se livrant. Lumière tamisée, la candidate du Rassemblement National a joué la carte de la confidence. Mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi. Parce que je crois que l'élection à la présidence de la République, c'est d'abord une rencontre entre le peuple et un homme ou une femme, et en l'occurrence une femme. Une présidente de la République est élue sur un projet, certes, mais je crois profondément que le tempérament, le parcours, la personnalité de celle que les Français choisiront sont déterminants. Marine Le Pen a donc fendu l'armure pendant plus de 9 minutes. Je suis devenue maman d'une famille nombreuse, 3 enfants en moins d'1 an, des enfants merveilleux. À mes enfants qui comprendront un jour que le temps que je n'ai pas passé avec eux, je l'ai quand même dépensé pour eux. Je suis prête à être présidente, a déclaré Marine Le Pen, parce que j'ai rencontré des chefs d'État et de gouvernement. Je suis prête parce que je travaille le projet que je vous ai présenté depuis 10 ans. Mais surtout et avant tout, c'est grâce à vous que je suis prête. J'ai beaucoup appris, j'ai tâtonné, j'ai parfois échoué. Je suis tombée, mais je me suis toujours relevée. Je suis prête à la fonction suprême, a rajouté Marine Le Pen, sans craindre ni les trahisons, ni les embuscades, ni les manœuvres. Voilà, Marine Le Pen qui a décidé de parler d'elle en milieu de semaine dernière. Quelques jours avant son meeting, ses proches l'y ont d'ailleurs poussé. Et l'effet s'est vite fait ressentir sur les militants. Marine Le Pen, de plus en plus dédiabolisée, c'est ce qu'elle cherche à faire, à s'éloigner du méchant Zemmour, par exemple. Marine Le Pen, vous a-t-elle convaincu la nouvelle Marine Le Pen vous a-t-elle convaincu? A-t-elle ses chances face à Emmanuel Macron? Vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. Et puis, vous nous appelez 0826 300 300. On va vous entendre dans un instant. Mais avant, je vais laisser la parole à Guillaume Bernard et Nicolas Corato. Nicolas Corato, est-ce qu'elle vous a convaincu, Marine Le Pen? Eh bien, dans ce samedi, dans cette... C'était pas improvisé. Hein. Non, mais dans cette extraordinaire primaire de l'extrême droite, Roland Barthes nous a beaucoup manqué. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de symboles, beaucoup de signifiants, beaucoup de signes, beaucoup de signaux. Et si on doit rester un moment sur la forme, parce que c'est avant d'aller sur le fond. Sur la forme, la fin des deux discours est très intéressante. Éric Zemmour fait un discours presque parfait, une scénographie absolument magistralement orchestrée, et une fin très martiale où il fait répéter plusieurs fois nous sommes chez nous, à un public complètement emporté par la verve. Et puis, de l'autre côté, une Marine Le Pen qui fait un moins bon discours, en tout cas formellement, dans une salle plus petite, avec moins de monde, avec des moyens qui ne sont pas du tout les mêmes, et qui renverse la table à la fin. Ouais. Et qui renverse la table à la fin dans un schéma pas du tout spontané, puisque tout ça a été préparé. D'ailleurs, oui. vous avez remarqué, si vous avez vu le discours, c'est très étonnant parce qu'elle lit toute la première partie, elle lit son discours, elle a des papiers devant elle, et quand on connaît un peu le système, on voit qu'il y a des téléprompteurs. Vous savez, des téléprompteurs, c'est ces petits écrans transparents qui sont censés ne pas être vus, sur lesquels normalement le discours défile. Et puis elle y fait pas... Je me suis demandé pendant 1 heure pourquoi est-ce qu'elle ne faisait pas recours à ces téléprompteurs. Et c'est en fait quand elle quitte le pupitre et qu'elle s'avance que ces téléprompteurs prennent toute leur importance, parce que effectivement son discours spontané, passionné était écrit, et ce qui lui permet d'être devant en façon stand-up, de façon... Alors elle bougeait beaucoup, Marine Le Pen, oui, la lumière qui se tamise, mais de manière beaucoup plus naturelle. Donc on est dans le show business, on est dans la société du spectacle. Et peut-être que ça va marcher. Peut-être que Marine Le Pen, en nous racontant l'histoire édifiante de la petite fille qu'elle était à Montretout, a fait tirer des larmes à une partie de la France, ce qui quand même signifierait beaucoup de choses. Sur le fond, un point, c'est quand même cette séquence est très intéressante parce que elle décrit quoi sur le fond? Elle décrit le parcours d'une femme qui finalement est devenue une femme grâce à son père.
le parcours d'une héritière. Et elle ne s'en défait pas, même elle y fait référence. Mais ça veut dire beaucoup, quand on veut devenir président, de ce qu'on pense du déterminisme social, du libre arbitre, de l'indépendance, de l'autonomie d'un homme ou d'une femme par rapport à son milieu familial, son milieu social. Voilà moi ce que j'en retire, sur la forme comme sur le fond. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Guillaume Bernard, aussi bien sur la forme que sur le fond, sur l'analyse de Nicolas Corato? Alors, on sent bien la stratégie quand même de Marine Le Pen, hein, face à Éric Zemmour qui crée la polémique, qui est beaucoup plus radicale. On sent bien qu'elle veut s'humaniser, se dédiaboliser. La gentille Marine Le Pen face au méchant Zemmour, Guillaume Bernard. Oui, je crois que vous avez raison. C'est-à-dire qu'elle essaye évidemment de se crédibiliser. On sait qu'elle avait connu un échec évidemment lors du débat de l'entre-deux tours de 2017. Elle l'a en partie fait oublier parce qu'il faut quand même le dire, en 2019, aux élections qui ont suivi aux européennes, le Rassemblement national était arrivé d'un chouïa, mais tout de même était arrivé en tête devant la liste d'Emmanuel Macron, de LREM. Et donc évidemment là, elle veut jouer l'apaisement, c'est-à-dire que elle se rend bien compte que si elle est au deuxième tour, et c'est une des choses dont on pourra peut-être discuter dans quelques minutes, mais si elle est au deuxième tour, elle est donnée beaucoup plus haut qu'Éric Zemmour. Aujourd'hui, Éric Zemmour, dans un deuxième tour face à Macron, il est donné entre 33 et 37%, tandis qu'elle est donnée entre 44 et 46%, c'est-à-dire au même niveau que Valérie Pécresse. Donc par conséquent, évidemment, elle se dit que c'est possible. Et je me souviens que sur votre propre antenne, Jérôme Sainte-Marie l'avait dit très clairement, c'est un analyste politique que j'écoute très régulièrement, que je trouve extrêmement intéressant. Vous savez, quand on est donné à 46 à 2 mois de la présidentielle au deuxième tour, tout est effectivement possible. Donc voilà, je crois qu'elle essaye de rassurer, d'apaiser, de ne plus être évidemment le tribun de la plèbe qu'a été son père, mais d'essayer d'être en revanche la mère de famille, la régente qui va exercer le pouvoir pour essayer d'apaiser la situation et maintenir l'unité nationale. C'est ce qui explique sans doute qu'il y ait effectivement un lien entre le fond et la forme, c'est-à-dire qu'elle maintient évidemment les fondamentaux du Rassemblement national sur l'immigration et la sécurité, mais que pour autant, elle se veut être l'antithèse de la guerre civile, alors que, évidemment, Éric Zemmour a fait, je dirais, sa visibilité sur le fait d'annoncer l'inéluctabilité ou la quasi-inéluctabilité de la guerre civile. Ouais, et puis, Nicolas Corato, elle ne veut pas de ce match Marine Le Pen qu'on lui impose face à Éric Zemmour. Elle, ce qu'elle veut, c'est le match face à Emmanuel Macron. Oui, d'ailleurs. Alors qu'hier, tous les journalistes faisaient le parallèle entre le meeting d'Éric Zemmour et le meeting de Marine Le Pen. C'était pas un duel à distance. Ouais. Elle s'est très clairement située comme une opposante, la candidate opposée, l'adversaire d'Emmanuel Macron, qu'elle a systématiquement cité avec une forme d'anaphore en revenant à plusieurs reprises sur Emmanuel Macron, alors que Éric Zemmour, lui, a plutôt ciblé Valérie Pécresse, d'ailleurs, que le président sortant. Donc elle est dans une forme d'union. Elle se présente comme la candidate de l'union d'un clan, le clan dit national. Moi, je continue à dire d'extrême droite, parce que je pense que c'est toujours de l'extrême droite. Finalement, comme la candidate de l'émotion plutôt que de la confrontation, ce qu'apparaît Éric Zemmour. Après, c'est difficile parce que elle jouait à domicile d'une certaine manière, mais elle a fait un discours de second tour. Elle fait un discours de candidate du second tour. Elle est déjà dans une dynamique de réunion d'une grande famille qui dépasse son propre camp pour gagner le combat final contre le président sortant. Et c'est toute cette stratégie dont il va falloir voir si elle est payante ou pas, alors que Éric Zemmour, lui, a une stratégie de premier tour. Éric Zemmour, il est en train de cliver énormément pour rassembler ses partisans, pour les mobiliser, pour qu'ils aillent voter en masse. On va voir quelle est la stratégie la plus payante. Ouais, alors justement, c'est la question qu'on vous pose. Est-ce que la nouvelle stratégie de Marine Le Pen va-t-elle payer? Est-ce que la nouvelle Marine Le Pen vous a convaincu? 0826 300 300, Gérald est avec nous, il nous appelle d'Auxerre. Bonsoir Gérald. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, on va bien. Si on était encore au mois de janvier, on vous aurait souhaité une bonne année, mon cher Gérald. Mais c'est fini, on est en février. Séduit par Marine Le Pen, Gérald? Absolument pas. Ouais. Non, pas du tout. Je veux dire que c'est facile d'avoir un vernis.
je suis, comme on disait, là, c'est presque la fée Clochette qui va vous donner presque l'envie de dire mais elle est merveilleuse, c'est une fée qui arrive. Moi, ce qui me gêne dans les deux, aussi bien Zemmour que Le Pen, c'est un combat de coq, quoi. Et c'est ça qui me gêne. Je me fous complètement, si vous voulez. Ils présentent des programmes l'un et l'autre, mais en fait, c'est une guerre entre deux personnes qui veulent un pouvoir. Et moi, ça me gêne, dans le sens où là, pour l'instant, l'actuel président, c'est Macron, d'accord, et je pense que malheureusement, des gens vont voter contre Macron et non pas pour une présidente ou un président. C'est ça qui me gêne. C'est vraiment je t'aime moi non plus, quoi. Voilà, chacun fait son meeting, on dit que l'un a gagné effectivement des voix, l'autre en a perdu. On verra ça au deuxième tour, puisque de toute façon tout va se jouer dans les urnes au premier tour. Ça c'est clair. Après, moi, je suis pas du tout convaincu par Marine Le Pen. Déjà, elle m'a hyper déçu dans le sens. Attention, ça veut pas dire que je suis le péniste. Moi, j'assume absolument tout ce que je peux dire. Mais quand je l'ai vue face à Macron il y a 5 ans presque, ça a été une catastrophe. Elle a critiqué un programme alors qu'il fallait qu'elle en présente un. C'est ça qui m'a gêné, moi. Et là, elle nous l'a fait un petit peu. Oh, la pauvre, c'est Cosette, quoi. C'est Cosette. J'ai été malheureuse, en gros, j'ai été élevée par un papa qui m'a mis le pied à l'étrier, etc. D'accord, ok, j'ai bien compris. Mais en tout cas, elle m'a pas du tout convaincu. C'est ça qui me pose un vrai problème, c'est que la politique actuelle ressemble à rien en France. Ils sont tous en train de se battre pour avoir une place, mais je pense qu'il faut relever la France, et c'est pas avec des grands discours comme ça où on va pleurer devant, je sais pas, 3-4 000 personnes qu'on va gagner quelque chose. Évidemment que les personnes qui vont voir Zemmour ou Marine Le Pen sont des convaincus. Enfin, je pense. Moi, j'irai ni voir Zemmour, ni voir Le Pen. C'est clair. Ni lui, et puis encore moins Macron. Voilà, donc c'est clair. Je peux pas être plus clair. Bon, vous parlez du second tour, vous évoquiez le débat Macron-Le Pen il y a 5 ans lors du second tour. Parlons de ce second tour. Il y a un rolling IFOP que vous découvrez chaque jour à partir de 17h sur Sud Radio. Celui d'aujourd'hui montre que Zemmour gagne 1 point, il est à 14,5. Marine Le Pen est quand même très haute, elle n'a pas bougé, mais elle est quand même entre 16,5 et 17. Valérie Pécresse, elle, ne stagne pas, mais patine plutôt à 15,5. Et puis évidemment, Emmanuel Macron est loin devant, entre 25 et 27. Guillaume Bernard, est-ce qu'on peut dire que pour Emmanuel Macron, parce que bon, même si les instituts de sondage se trompent, je ne pense pas qu'ils vont se tromper de 7-8 points, est-ce qu'on peut dire que déjà pour ce qui est d'Emmanuel Macron, il est assuré d'être au second tour, là, 2 mois avant le scrutin présidentiel? Est-ce qu'on peut le dire? Non, on ne peut pas le dire pour une raison déjà très simple, c'est qu'il n'est pas encore candidat. Ouais. Alors je sais bien que c'est une lapalissade, mais tant qu'il n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Et que donc effectivement, le jour où il va rentrer en campagne, eh bien véritablement, on va voir ce que l'opinion publique va dire à son propos. Sincèrement, aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas savoir quelle sera la configuration du deuxième tour. Ouais. Ça, c'est absolument impossible. L'auditeur l'a dit très clairement, il y a une défiance vis-à-vis des hommes politiques et des partis politiques qui est extrêmement grande. L'abstention est pour l'instant, a priori elle devrait baisser, mais l'abstention est pour l'instant annoncée aux alentours de 35%. Pour le premier tour d'une présidentielle, c'est beaucoup, c'est quand même 15 points de plus. Et le même institut de sondage que j'ai moi aussi l'habitude de regarder, l'IFOP, eh bien, nous dit qu'il y a environ 52% des Français qui s'intéressent à la campagne contre environ 78% au même moment il y a 5 ans. Donc voilà, on n'est pas encore véritablement dans une campagne où les choix sont véritablement fixés. Moi, je dirais que, et alors là, ce que Nicolas a dit tout à l'heure me paraît extrêmement important. Marine Le Pen fait déjà effectivement plutôt une campagne de deuxième tour. Je crains qu'elle ne se souvienne pas vraiment enfin je crains pour elle, qu'elle ne se souvienne pas tout à fait du cas Jospin. Quand on fait campagne au deuxième tour au premier, eh bien évidemment on prend le risque de laisser partir un certain nombre de lecteurs. Et l'émergence d'Éric Zemmour, c'est évidemment le fait qu'elle a créé les conditions pour qu'il y ait cette émergence. Elle s'est désintéressée de l'électorat conservateur, les a même agressés récemment en parlant de catholiques traditionnalistes, en mettant un peu tout le monde dans le même sac. Et donc par conséquent, je ne suis pas sûr qu'elle ait retenu toutes les leçons, je dirais, de ces échecs passés. Mais, je dois le dire, je ne suis pas non plus extrêmement convaincu par la stratégie d'Éric Zemmour. Parce que
à l'évidence, il essaye de renouveler la ligne Buisson. Ce que Sarkozy avait réussi à faire, c'est-à-dire siphonner l'électorat FN à l'époque en 2007. Il essaye, dans le fond, Éric Zemmour, en faisant des transfuges, etc., il essaye de se substituer à Marine Le Pen. Au lieu de, ce qui, moi, à mon avis, aurait été beaucoup plus efficace pour lui-même, eh bien, d'essayer d'élargir le spectre de la droite nationale ou de l'extrême droite, appelons-le comme on veut. De toute façon, ça n'a aucune importance, l'étiquette qu'on met dessus. Donc, au lieu d'essayer d'élargir le spectre de la droite nationale, il essaye de se substituer à Marine Le Pen. Je ne suis pas du tout certain que cela fonctionne comme Sarkozy et Buisson l'avaient réussi à le faire en 2007. D'autant que, vous savez, les transfuges, ça ne déplace pas énormément de voix. Et que, pour le coup, dans cette affaire de transfuge, Marine Le Pen a plutôt bien géré l'affaire. Elle a coupé l'herbe sous le pied de Marion Maréchal, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation assez compliquée, que si jamais elle bascule chez Éric Zemmour, eh bien, dans le fond, ça ne sera plus, évidemment, véritablement un événement. Et je conclurai sur ce point en disant, je ne crois pas d'ailleurs qu'il soit pour Marion Maréchal extrêmement judicieux de se rallier à Éric Zemmour avant l'entre-deux tours ou peut-être même avant les législatives, parce que il est bien évident que le Rassemblement national et Éric Zemmour enfin, l'un des deux ne va pas entièrement disparaître, et que donc il y aura la nécessité, après la présidentielle, et peut-être même à l'occasion des législatives ou après les législatives, de recoller les morceaux. Si Marion Maréchal reste dans une position d'attente, elle sera sans doute en capacité, elle, d'essayer de recoller les morceaux, de reconstituer, de recomposer, alors que si elle prend position, évidemment, elle ne pourra plus jouer ce rôle. Je crois que c'est une erreur stratégique de la part d'Éric Zemmour et de ses équipes de vouloir se substituer à Marine Le Pen et non pas d'essayer de radicaliser l'électorat LR. Et juste pour revenir sur vos propos, en reparlant de ce rolling IFOP, Marine Le Pen qui est à 16,5-17, une grande majorité de ceux qui déclarent voter pour elle sont quasiment tous certains de voter pour Marine Le Pen. En revanche, le taux d'incertitude est très fort chez Éric Zemmour qui est à 14,5 pour l'instant. Merci Gérald d'avoir donné votre avis, voilà votre ressenti, d'avoir débattu avec nous. On va se retrouver dans quelques minutes sur Sud Radio. Retour sur le premier meeting de Fabien Roussel devant plus de 4000 personnes. Fabien Roussel qui a de nombreuses fois martelé son slogan « Les jours heureux », on va en reparler, puis qui a vanté la théorie du roussellement. Voilà, c'est une nouvelle théorie. Fabien Roussel, l'homme qui plaît de plus en plus à gauche, mais également à droite. Le candidat communiste peut-il créer la surprise? On en débat dans quelques minutes avec vous, Guillaume Bernard, Nicolas Corato, et vous, évidemment, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Retour des vraies voix de la politique sur Sud Radio avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, avec le politologue Guillaume Bernard. Et retour donc sur le premier meeting du candidat communiste Fabien Roussel. C'était ce week-end un premier grand meeting à Marseille devant 4000 personnes. Fabien Roussel qui a présenté donc ses propositions, on a plus de 180, pour une France des jours heureux. C'est son slogan, écoutez. Ce qui coûte cher, c'est tous les cadeaux qui ont été faits depuis 5 ans aux grandes fortunes quand même. On les oublie ceux-là. Toutes ces suppressions d'ISF, toute cette fiscalité allégée sur le capital, aux grandes fortunes, tout ça, ça prive le budget de l'État, le budget de la nation, de 100 milliards d'euros d'argent par an. Voilà ce qui nous manque au budget de l'État. Voilà ce qui coûte cher. Ce sont les riches qui nous coûtent cher. En fait, ce qui coûte cher, c'est sa théorie du ruissellement. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement. Et voilà, Fabien Roussel donc en meeting à Marseille. Fabien Roussel, alors qui plaît à gauche, qui plaît aussi à droite, qui met en quelque sorte, même si on vote pas pour lui, tout le monde d'accord, hein, quand on pose la question aux Français, il a plutôt une bonne image. Est-ce que le candidat communiste peut créer la surprise? Alors, en termes d'intention de vote, il est à 3-4% en ce moment, 0826 300 300. Tiens, j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Comment vous l'avez trouvé, Nicolas Corato, Fabien Roussel? Mais comme d'habitude et comme longtemps, plutôt bon, ouais. Fabien Roussel. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est un peu la coqueluche de cette... Ouais. À chaque élection, il y a un personnage
personnage, une personnalité qu'on aime suivre. Alors là, c'est un peu le candidat favori de la droite, Fabien Roussel, puisque les électeurs de gauche posent pas nécessairement leurs options de vote sur lui. Pour l'instant, il peut avoir une dynamique de campagne pour lui. La difficulté de Fabien Roussel, c'est qu'il participe de cette division extrême de la gauche, et que quand on est un électeur de gauche, c'est compliqué. Ces discours-là, finalement, le meeting d'hier, on aurait pu entendre à peu près la même chose chez Jean-Luc Mélenchon, le nucléaire en moins. On aurait pu entendre à peu près la même chose chez Anne Hidalgo, le nucléaire en plus. On a quand même un sentiment d'immense gâchis quand on les entend tous les uns après les autres, de se dire, après tout, ils sont brillants ou moins brillants. Certains sont plus doués que d'autres, mais ils sont tous partis les uns et les autres en plein désordre, en pleine désorganisation. Et c'est ça qu'on regrette, parce que les différences, contrairement à ce qu'on veut bien me dire, sont pas fondamentales. Ouais. Alors sur la forme, un petit mot. Bon, il a quand même un peu dépoussiéré les meetings communistes. Il n'y avait pas l'international, ils l'ont mis bien après. Il y avait une musique plutôt électro. Oui, il y avait moins de drapeaux du PC, moins de drapeaux rouges. Exactement. Oui, voilà, écoutez, ça fait partie du folklore. Ouais. Tout le monde a envie de mettre, vous voyez, Marine Le Pen ne veut plus apparaître comme d'extrême droite, et Monsieur Roussel oublie parfois ses origines communistes. Mais au final, ce sont les électeurs qui tranchent et qui se souviennent. Guillaume Bernard. Oui, comment vous l'avez trouvé, choses. Fabien Roussel? Alors, il a parlé évidemment de tous les thèmes dont vous avez parlé, Nicolas, la nationalisation, la semaine des 32 heures. Il reste quand même sur les fondamentaux communistes, Fabien Roussel, même s'il ne met pas l'international. Guillaume? Non, bien sûr. Il est important, évidemment, de constater deux choses, me semble-t-il. La première, c'est que Roussel a refusé d'être allié à Jean-Luc Mélenchon, puisque fut un temps, le Parti communiste avait fait véritablement une alliance, quasiment une coagulation avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il a refusé cela, notamment pour éviter de tomber dans la dérive, je simplifie, je caricature un peu, communautariste, indigéniste de Jean-Luc Mélenchon et du moins d'une partie des cadres de la France insoumise. Donc d'une certaine manière, il renoue avec la position plus traditionnelle du Parti communiste français. Je ne vais pas remonter jusqu'à Maurice Thorez qui essaye de réconcilier le drapeau rouge avec le drapeau tricolore, mais disons au moins il essaye de renouer avec la position, je dirais, de Georges Marchais. Mais enfin, il faut quand même dire que entre Georges Marchais et Fabien Roussel, il y a quand même eu la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique, la décrédibilisation du collectivisme. Je ne suis pas certain qu'ils puissent véritablement atteindre un score très élevé. Mais, cela dit, on l'a vu dans les enquêtes d'opinion, et ça ne va pas nous rajeunir, le Parti communiste est passé devant le Parti socialiste. Oui. Nous voilà revenus à la fin des années 60, où, vous le savez, en 1969, Gaston Defferre, en ticket avec Mendès France, avait fait 5% à la présidentielle, ce qui avait ensuite permis à François Mitterrand de prendre le pouvoir au Parti socialiste au congrès d'Épinay en 1971, puis de faire le programme d'union de la gauche et de siphonner. Mitterrand avait fait la ligne Buisson à gauche, et c'est d'ailleurs ce qui avait évidemment inspiré la ligne Buisson à droite, il avait fait pareil. Mitterrand avait réussi à siphonner le Parti communiste. Bon, c'est une plaisanterie parce qu'évidemment, les deux candidats du PC et du PS sont en dessous de 5%, et que donc par conséquent, là, on n'est pas en face, je dirais, d'une force politique en capacité a priori d'atteindre le deuxième tour, ni même de gagner. Mais enfin, tout de même, ça donne un signe de ce que il y a encore à gauche. Ils ne sont pas tous basculés au Front National, enfin au Rassemblement National. Il y a à gauche des électeurs qui veulent rester de gauche, qui s'intéressent aux questions sociales et qui, pour autant, n'ont pas connu l'évolution woke, cancel culture, etc., comme on le dit couramment aujourd'hui, indigéniste ou communautariste. C'est intéressant de voir s'il devait faire un score, s'il devait progresser encore dans cette élection, ce serait effectivement intéressant de constater qu'il y a, je dirais, une gauche, je dirais, progressiste d'un point de vue social, mais pas progressiste d'un point de vue culturel. Ce serait instructif de constater. Nicolas Corato, Fabien Roussel, j'ai le sentiment qu'il... Vous parlez de wokisme, Guillaume Bernard, on a un sentiment qui parle vraiment aux électeurs de gauche
qui veulent entendre autre chose que toutes ces histoires de wokisme. Il est dans le concret, Fabien Roussel. Peut-être pour ça qu'il plaît. Vous allez pas me forcer à prendre la défense du wokisme à 19h54. Oui. Mais les électeurs de gauche, ils s'intéressent tout autant au pouvoir d'achat, tout autant à la justice sociale qu'à la lutte contre les discriminations, qu'à la lutte contre le racisme, qu'à l'ordre républicain, qu'à la surveillance de l'ordre républicain, qu'à la lutte contre les violences policières, qu'à la sûreté publique. Vous voyez ce que je veux dire? L'électorat de gauche, il n'est pas, comme on voudrait l'imaginer, aussi fragmenté que ça, aussi clivé que ça. C'est tout l'électorat de gauche. La difficulté, c'est qu'en fait, la gauche, elle embrasse très largement tous les problèmes de la société qui sont devenus pléthoriques. Et qu'effectivement, on n'a pas les bras assez larges, ni les pouvoirs assez étendus pour venir à bout de tout en même temps, et qu'on a eu du mal à prioriser entre ce qui revenait du sociétal et ce qui revenait du social. C'est peut-être ça le travail que devrait faire la gauche. C'est pas un problème d'opposition de projet, c'est dans quel ordre on fait les choses. Et ça, les candidats ont réfléchi, ils seraient capables de s'entendre là-dessus. Moi, je n'oppose pas, j'ai jamais pensé que Jean-Luc Mélenchon était indigéniste. Je ne sais pas ce que ça veut dire être indigéniste. C'est un vocable dont nous affublent nos adversaires de droite. On va pas le reprendre entre nous. Jean-Luc Mélenchon, Guillaume Bernard, qu'est-ce que ça veut dire sur les discriminations et sur le racisme qu'il pensait structurel dans cette société. Je suis pas loin de penser la même chose que lui. Il y a en France un problème de racisme. Voilà. Guillaume Bernard, qu'est-ce que vous entendez par indigéniste? C'est vrai qu'on entend beaucoup ce terme. Qui veut dire beaucoup de choses. Oui, c'est la considération que dans le fond, c'est ce que Nicolas vient de dire, il y aurait un système intrinsèque, je dirais, aux institutions qui ferait qu'il y aurait des discriminations délibérément voulues, et que donc par conséquent, il faudrait prendre en considération les origines communautaires pour, comme on l'appelle aux États-Unis, une affirmative action, essayer de compenser ces inégalités. Voilà. J'ai bien dit que j'utilisais le terme de manière un peu simplificateur et caricaturale. On a bien entendu. Une partie des personnes à la France insoumise, dans le but, assez naturellement, évidemment, d'essayer de ratisser le plus large possible. Évidemment, pour essayer de faire le plus de voix pour Jean-Luc Mélenchon, étant entendu que lui, il a trouvé la position, je dirais, intermédiaire avec la créolisation, ce qui lui permet évidemment d'essayer d'avoir une position, de synthèse, je dirais, au sein de cette gauche. Alors, il nous reste une petite minute. Je vais poser la question à Nicolas Corato, le patron du Parti Socialiste, qui a expliqué qu'il n'y a pas de problème pour financer la campagne d'Anne Hidalgo, que le problème d'argent se posera après la campagne présidentielle si effectivement elle est à 2-3%. Est-ce qu'elle met en danger le Parti Socialiste, Anne Hidalgo? Et si oui, est-ce qu'elle doit prendre ses responsabilités et se retirer, par exemple, pour assurer une survie à son parti? Puisque j'ai 30 secondes, je vais rester sur l'hyper concret. Elle met en danger le financement des élections législatives. Pour les candidats socialistes, ce dont on ne parle pas beaucoup, mais il est évident que si le Parti Socialiste et si la campagne d'Anne Hidalgo n'est pas remboursée, c'est-à-dire que si Anne Hidalgo ne fait pas plus de 5%, la question va se poser de savoir si le Parti Socialiste aura les moyens financiers de financer, de porter, y compris via ses fédérations, les campagnes aux législatives des députés sortants et des autres, des candidats du Parti Socialiste. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a un groupe socialiste à l'Assemblée nationale, donc il n'y a pas de raison que les socialistes soient exclus de l'Assemblée nationale. Mais il va y avoir un problème, effectivement, de financement de ces campagnes, très clairement. Et on suivra ça. Et c'est d'autant plus, en un mot, et c'est d'autant plus compliqué que la campagne pour les législatives va être très longue, parce que la présidentielle est très en amont dans l'année, tandis que les législatives interviennent fin juin. La campagne va être très longue, et le phénomène majoritaire peut ne pas se reproduire. Oui, c'était un des risques, effectivement. Merci Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, et merci à Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Le livre de Nicolas, Grande plaidoirie, grand procès de l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle aux éditions Heredium. Dans un instant, le Loft Music.